On va s'intéresser maintenant à une partie un peu plus opérationnelle, qui est la production de scripts automatisables et donc exécutables. Donc, encore une fois, je vais partager une nouvelle vidéo. Et nous allons parler désormais de l'automatisation. Donc, afin d'augmenter les capacités d'intensité de test et de pouvoir optimiser les efforts, par exemple, qui sont liés à des campagnes de non-régression, pour la validation des systèmes critiques, assez souvent on met en œuvre des environnements d'automatisation des tests. Alors, se pose naturellement la question de la génération des scripts d'exécution contrôlés depuis ces scénarios. Jest utilise une technique assez classique qui est à base de mots-clés. Ces mots-clés peuvent être associés aux différentes étapes de test de nos scénarios, c'est ce qu'on a actuellement à l'écran. Les mots-clés, en fait, constituent un dictionnaire d'actions opérables sur un système. Ces actions peuvent être opérées grâce à un framework outillé, tel que Robot Framework, ou par exemple Plant, ou bien quelque chose de complètement propriétaire qui peut être contrôlé via des appels de méthodes sous forme programmatique. Dans l'exemple actuel Vortex, les mots-clés sont associés physiquement à des snippets de code en Python qui vont séquencer le comportement du drone dans l'environnement de simulation. Ces snippets peuvent commander ce qu'on veut ou ce qu'on a réussi à en tout cas automatiser, un banc de test, un jumeau numérique comme l'a évoqué Bruno il y a quelques minutes, via ses interfaces, etc. Les scripts de test générés sont alimentés par des données réelles qu'on appelle dans l'outil les données d'implémentation. Vous les retrouvez ici en partie gauche sur l'écran. Ces données d'implémentation s'appuient sur les données de conception qu'on avait vues un peu plus tôt, batterie basse, batterie haute, mais celles-ci vont contenir cette fois-ci des jeux de valeurs qui sont des données réelles. Euh, Ils sont conçus par l'utilisateur, ils sont laissés à son libre choix, et ils vont correspondre aux variantes de scénarios de test à exécuter. Et ensuite, ces jeux de valeurs qu'on appelle les datasets dans l'outil vont être associés aux différentes étapes de test pour alimenter en données les scripts Python, qu'on voit ensuite ici à main droite au niveau de la publication. Une fois les scripts Python générés, on va pouvoir les exécuter. Donc on en a pris un, sinon la démo serait beaucoup trop longue. Donc c'est un test nominal où le drone fait tout correctement. On va pouvoir avoir la clearance d'autotest, on démarre, la batterie est OK, le drone vole, on le contrôle et ensuite on a une descente correcte et on se repose sur le sol. Comme vous le voyez dans la partie gauche, on a des logs dans le simulateur avec des sanctions de test, des OK ou des KO. Bon, là, tout est OK, tout s'est bien passé. Je tiens à préciser que nous, le modèle de conception, il ne porte pas ces sanctions OK et KO. C'est bien et bien le framework qui, suite à l'exécution des scripts automatisés, a fait les vérifications. Ce feature essentiel qu'on appelle le publisher, qui permet en sortie de nos modèles et nos scénarios de produire des scripts exécutables, il est éminemment customisable. On l'adapte à tous les contextes clients pour avoir différentes variantes par rapport aux sorties, par rapport au banc d'essai, la simulation, mais pas seulement. Comme l'a dit Bruno, ça peut être aussi par rapport à des niveaux de vérification en early validation, en software in the loop, hardware in the loop, etc. etc. Je vais laisser la place à Bruno qui va nous parler des enjeux d'automatisation des test systems chez Thales. Oui, puis la leçon apprise pour Thales OME, c'est que en fait, notre démarche d'automatisation, elle a précédé de 6 ans la démarche de test modélisé. Donc, on a développé une compétence Python pour l'ensemble de nos testeurs. Euh, Clairement, en refaisant un peu l'histoire, développer cette compétence Python nous éloignait finalement du cœur du métier, qui est de capturer un besoin et de déposer une stratégie de test. Et si on refait l'histoire, du coup, si on avait euh, engagé cette démarche model-based testing, eh bien, on aurait profité de la capacité d'autocodage et on serait au contraire recentré sur le cœur du métier et on n'aurait pas dû déployer aussi massivement une compétence Python. Au contraire, on aurait sûrement constitué une équipe de sachants spécialisés sur les phases d'automatisation, d'autant que on a appris maintenant que à l'issue de la phase de conception du test modélisé, eh bien, c'est comme si on avait aussi une spec sur les besoins d'automatisation qui sont maintenant mieux formalisés et qu'on aurait pu adresser à une équipe de spécialistes.
C'est probablement l'orientation qu'on va prendre dans les années à venir. Je voudrais rajouter deux petits exemples supplémentaires, trois petits exemples supplémentaires. Sur un cas d'intégration, on a déjà parlé beaucoup là de vérification de capacité fonctionnelle du système ou de qualification. Parlons maintenant peut-être de l'intégration. Expérience de pensée, je le vois régulièrement, une observation au niveau système, un dysfonctionnement, appelons ça un symptôme, un dysfonctionnement potentiel. Eh bien, le testeur réunit dans une salle un architecte logiciel, un architecte du système, et ils vont construire un modèle d'intégration pour déjà reproduire le symptôme, mais aussi faire en sorte d'aller chasser toutes les causes racines, toute la combinatoire des causes racines qui pourraient conduire à ce symptôme. Et donc, ils ont quand même un niveau d'assurance bien plus fort qu'avant, d'avoir identifié toutes les causes et donc d'être capable de les corriger. Donc, ça sert aussi à l'intégration, c'est ce qu'on découvre, et c'est assez redoutable. Autre cas, les tests d'acceptation en production. On utilise des tests d'acceptation pour produire l'ensemble des composants qui constituent nos systèmes. Hem Et on a rencontré un frein. Les équipes banques qui développent ces tests n'ont pas tout de suite vu l'intérêt de déployer cette méthode. Donc, il a fallu qu'on creuse, qu'on s'aperçoive effectivement qu'ils ne faisaient pas des tests de vérification comme nous. Ils font plutôt des tests qui sont des tests de diagnostic de l'équipement qu'ils sont en train de produire, accompagnés évidemment de vérification de bon fonctionnement, mais ce n'est pas le but, hein, c'est plutôt un but de diagnostic. Et il a fallu qu'on creuse un peu, qu'on s'assure de l'expressivité finalement qui est proposée par l'IDE-IEST, qu'on valide que l'expressivité était suffisante pour pouvoir proposer un proof of concept sur le sujet et développer avec Smart Testing un publisher dédié aux tests d'acceptation. Et puis, dernier petit rétex, sur le traitement de la dette. En fait, on a beaucoup de campagnes qui sont encore exécutées manuellement sur les produits legacy et ces campagnes étaient endettées. C'était des documents de test de milliers de pages. On avait tiré des branches pour les différents standards du Rafale. On a voulu rationaliser tout ça, traiter la dette, gérer la variabilité dans les procédures, dans les campagnes. Et donc, on est repassé par une approche modélisée. Il y a des publishers, des importeurs dédiés dans Yes qui permettent de réimporter des campagnes manuelles, de reconstruire le modèle en traitant évidemment les problèmes de pagabilité, enfin, toute la dette qui était identifiée, et régénérer une campagne qui gérera l'ensemble de la variabilité. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, ça s'est montré très efficace. Donc on va de nouveau traiter des cas de campagne endettée avec cette démarche. Au bilan, on est devenu finalement agnostique du framework d'exécution de nos tests. Donc, si vous avez plusieurs frameworks dans votre entreprise qui ne sont pas tous alignés, eh bien, ce n'est plus un problème puisque maintenant, le point de maintenance, c'est un modèle. Donc, vous pouvez publier pour les différents frameworks et les conserver sans faire cet effort de ralignement. Et puis, on produit donc du MATLAB et du Python, même une entité de Thales qui écrit ces tests en ADA. Et donc, un publisher ADA a été publié pour eux. J'imagine que trouver une compétence ADA, ça ne va plus être très facile. Voilà, ils ont un contournement intéressant.